Je vois qu'on doit commencer notre café débat. Il est 21h30 exact. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Mohamed Daman, enseignant-chercheur à l'IGA. Au nom de toute l'équipe de l'IGA, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Je souhaite à vous tous la bienvenue à notre café débat en ligne sous l'intitulé « L'Afrique après coronavirus ». Je profite aussi de l'occasion afin de vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé surtout. Selon Jacques Chirac, le changement est la loi de la vie humaine. Il ne faut pas en avoir peur, ce qui explique que tout système humain est mouvant. C'est encore plus vrai en entreprise, qui réunit un ensemble d'individus qui se coordonnent pour réaliser à l'instant un produit ou un service qui sortira. Dans un futur plus ou moins lointain, et ça ne s'arrête jamais. Les salariés doivent s'adapter sans cesse, soumis par les facteurs exogènes et endogènes. En outre, l'équipe elle-même est en mouvement. Les gens partent, arrivent, évoluent, toujours il y a un changement. Et d'après l'ancien Premier ministre britannique Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Ce qui explique aussi, le changement n'est pas naturel. Il faut y réfléchir, anticiper, préparer l'équipe à prendre tel ou tel virage. Sinon, tout le monde le subira par la douleur. Avec des secousses violentes, autant décider le changement pour mieux l'organiser à sa manière. Depuis à peu près 3 mois, tout a changé. Je prends l'exemple de l'IGA. L'ensemble des cours sont assurés actuellement à distance. Cours magistral, TD et travaux pratiques aussi. Je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble des professeurs, staff administratif et chers étudiants qui assurent ce changement et se sont prêtés au jeu quasiment du jour au lendemain. Et d'après notre suivi pédagogique, les étudiants se sont de mieux en mieux dans cet exercice. L'IGA existe depuis 1981. Ça fait 39 ans d'existence. Et comme vous savez très bien, nous avons l'habitude d'organiser régulièrement des conférences, des séminaires, des cafés-débats en traitant des sujets d'actualité avec la présence des spécialistes. Avec notre premier objectif de se nourrir de nos étudiants, de chacun de nous, un esprit de débat. Qui aurait cru un jour nous serions obligés d'organiser un de nos événements, un de nos numéros café débat exclusivement en ligne, chacun de nous à partir de son domicile. Le premier cas de coronavirus en Afrique est apparu en février 2020 en Égypte. 53 pays africains sur 54 sont désormais touchés par le virus. Moins impacté que le reste du monde, mais le continent africain fait face lui aussi à la propagation de Covid-19, alors que l'Organisation mondiale de la santé craint que l'Afrique ne puisse affronter la pandémie. Les États prennent leurs dispositions. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs appelé l'Afrique à se révéler, à se préparer au pire face à la pandémie de Covid-19. Le continent africain compte plus de 1972 décès confirmés et 16 549 guérisons pour 49 867 cas enregistrés, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Le Maroc enregistre jusqu'à la date d'aujourd'hui à 16h, selon le ministère de la Santé, 6 418 cas de Covid-19, dont 188 morts. Les autorités marocaines ont imposé des restrictions aux événements sportifs et culturels, notamment en fermant les stades au public, ainsi qu'un confinement depuis mi-mars. Depuis le samedi 25 avril, premier jour de Ramadan au Maroc, il est formellement interdit aux citoyens de se déplacer hors de leur domicile ou sur la voie publique, entre 19h et 5h locales. La stratégie mise en œuvre par le Maroc pour la lutte contre le coronavirus s'impose comme l'une des meilleures au monde, a écrit l'agence de presse paraguayenne Nova Paraguay
dans un article consacré aux mesures proactives prises par le Royaume en vue de faire face à la propagation de Covid-19. En effet, depuis l'apparition de premiers cas positifs au coronavirus, les autorités marocaines, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ont adopté des mesures anticipatives et progressives, plaçant la santé et la sécurité des citoyens au centre des actions gouvernementales. Cependant, le Maroc ne s'est pas limité à déclarer le confinement général à la population, mais a également mobilisé des ressources considérables pour améliorer les infrastructures hospitalières au pays. Outre l'acquisition d'équipements et de matériels médicaux, le Maroc a opté pour la production locale d'équipements. Rappelons que le Royaume produit déjà 5 millions de masques sanitaires par jour. De même, le Maroc a également lancé une production 100% nationale de respirateurs pour soigner les patients atteints de coronavirus. Le Royaume compte actuellement 3000 lits de réanimation, étant le mieux doté de ces équipements sur l'ensemble du continent africain. En outre, les forces armées royales se sont joints à cette tâche en créant des hôpitaux militaires de campagne, rappelant que le Maroc a une longue expérience dans le déploiement d'hôpitaux de campagne dans plusieurs pays, dans le cadre d'opérations humanitaires bilatérales ou avec les Nations Unies. En quelques jours de confinement, nous sommes passés d'un Maroc soi-disant de 1.0 à un Maroc 4.0. La pandémie de coronavirus a bousculé les habitudes et poussé plusieurs institutions à revoir leur mode de fonctionnement. Ce chamboulement a été vite ressenti avec l'adoption de télétravail, de la télémédecine, de l'enseignement à distance et de l'administration. Malgré ces fragilités infrastructurelles, le continent africain a fait preuve de réactivité, de capacité d'adaptation et même d'autorité. La question qu'on peut poser lors de ce café débat concerne les chantiers et les projets auxquels l'Afrique devra faire face au moment où il faudra faire le bilan des dégâts sur le plan économique. Tous les secteurs seront touchés d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre. Le secteur informel également, avec des répercussions sociales. Cette crise semble nous offrir l'opportunité historique d'une remise à plat du système et de prendre conscience d'un destin partagé. Nous prenons aussi conscience de ce que ensemble nous pourrons reconstruire, retransformer la société au Maroc et en Afrique en général. En rupture avec politique menée jusque-là, mais est-ce que possible que ce qui était révélé par nécessité soit installé durablement, mais par volonté? Plusieurs questions se posent alors. Sur le plan politique, quel système de gouvernance et quelle institution à réinventer et sur quel fondement? Sur le plan sanitaire, quel système de santé devrions-nous mettre en place et avec quels moyens? Sur le plan éducatif, quel système éducatif devrions-nous développer? Quelle place désormais pour le digital, avec quelles valeurs? Sur le plan social, quels liens sociaux devrions-nous réinventer pour aller vers une société forte, solidaire, dynamique et apprenante? Et sur le plan économique, quel modèle économique devrions-nous mettre en place pour générer plus de richesse, une meilleure répartition de cette richesse dans un environnement mondialisé? Difficile de répondre à toutes ces questions ce soir, mais avec notre cher invité, nous aurons un ensemble d'explications. Sans tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre cher invité, M. Mjid El Guerrab. Il a adhéré au Parti socialiste à l'âge de 14 ans. À la suite de ses études à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, elle rejoint en 2006 le cabinet de Ségolène Royal en tant que conseiller chargé de la communication. En 2011,
Mjid El Garab intègre le cabinet de Jean-Pierre Bell à la présidence de Sénit. En 2013, elle crée un cabinet de conseil en France et au Maroc et travaille auprès de différentes personnalités politiques, institutionnelles et médiatiques. En 2014, elle devient attachée de presse à la Caisse des dépôts de consignation. En septembre 2016, elle cosigne l'appel des 41, connu par 41, nous, Français et musulmans, sommes prêts à assumer nos responsabilités. Et depuis 2017, Mjid El Garab élu député des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie infiniment, Monsieur El Garab, au nom de l'IGA, d'avoir accepté notre invitation et nous honorer de votre présence, même dans ces conditions particulières. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur Garab. Merci, c'est réciproque. Hein. Donc c'est pas la première fois que vous participez à un café débat, c'est pas la première fois que vous intervenez et donnez des séminaires à l'IGA, mais pour la première fois dans ces conditions particulières. Donc la première question que je peux vous poser, Monsieur El Garab, comment vous voyez la situation actuelle ? صوته ما كيتسمعش هي اللي زيد صحيح de rentrer dans l'Afrique de demain. On parlera de l'Afrique de demain dans quelques instants, si vous voulez, Mohamed, mais on va parler de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc la question que vous me posez, c'est sur la situation actuelle. Quel est aujourd'hui, quel est le constat? Aujourd'hui, le premier constat, vous l'avez dit en chiffres, c'est que si dans le monde, nous avons plus de 4 millions de cas qui ont été détectés, en Afrique, il n'y a que 61 000 cas de confirmés. C'est très très faible. Et aujourd'hui, on le voit dans le monde, l'Afrique est soit épargnée, soit en cours de contamination. En tout cas, elle est bien en retard par rapport à la Chine et elle est bien en retard par rapport à l'Europe et aux États-Unis en termes de nombre de contaminés. Ça, c'est un fait. Alors, on pourra aborder tout à l'heure les différentes explications qui viennent essayer de comprendre pourquoi. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le problème de l'Afrique, le premier problème de l'Afrique, ce n'est pas le coronavirus, c'est la conséquence de la réaction de la Chine, de l'Europe et des États-Unis au coronavirus. C'est-à-dire la crise économique, la crise sociale qui va arriver, la crise financière qui est déjà là, et donc certainement la crise politique qui aura jour dans quelques mois.
dans des pays où, vous le voyez bien, le problème de la sécurisation alimentaire est là, le problème de la sécurité tout court. Vous avez vu au Sahel l'état sécuritaire des pays sahéliens, notamment dans ceux qu'on appelle le G5 Sahel. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est en guerre dans ces pays-là, dans une guerre contre le djihadisme, contre le terrorisme. Donc, tout ça fait une sorte de cocktail, mais qui finalement n'est pas forcément lié de manière endogène aux Africains, mais est une importation qui vient en Afrique et que les Africains subissent. Donc ça, c'est le premier constat de situation, si vous me permettez, c'est que les Africains subissent ce contre-coup-là. Et aujourd'hui, en Afrique, j'ai eu des entretiens avec des responsables politiques africains, des ministres, etc. Par exemple, au Burkina Faso, qui est un des pays qui nous inquiète le plus dans la zone du Sahel, le premier cas de coronavirus, le patient zéro, il vient de France. Et on sait qu'il a participé à la réunion des protestants à Metz. Donc, Monsieur Le Garab, comment on peut expliquer, Monsieur Le Garab, ce retard de pandémie dans le continent africain? Alors, il y a plusieurs explications. Je pense qu'il n'y en a pas une seule. D'abord, comme je vous disais, c'est une maladie qui est importée et qui arrive sur le continent via des agents qui viennent d'Europe, qui viennent de Chine, etc. Donc, intrinsèquement, la propagation du virus, elle se fait de manière exogène, elle vient de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, le retard, moi je vous donne mon sentiment, moi je ne pense pas que l'Afrique va être épargnée. L'Afrique, tout le monde s'y attend, va être elle aussi, dans quelques mois, avec peut-être 2, 3, 4 mois de retard, va être au cœur de l'épidémie. Aujourd'hui, on le voit, j'ai donné les chiffres, on a 4 millions dans le monde, 61 millions dans l'Afrique globalement, avec des pays comme l'Algérie où il y a 5000, avec des pays comme le Burkina Faso où il y a 700 personnes contaminées, avec des pays comme la Côte d'Ivoire où il y a 1500 contaminés, avec des pays comme le Maroc où il y a 5900 contaminés. Il y a l'Égypte aussi avec des chiffres importants, il y a l'Afrique du Sud aussi avec des chiffres très importants, il y a le Cameroun. Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a effectivement un retard par rapport à l'Europe, à la Chine et aux États-Unis, mais on le pressent et on le voit, la courbe commence à peine donc à monter. Donc il faut s'y attendre. Il va y avoir une crise sanitaire en Afrique, même si les avis peuvent être aussi différents, parce que par exemple, un des éléments qui a été expliqué par des études, c'est que la faible densité de la population et donc, vous savez, ce qu'on appelle la distanciation sociale et la faible densité la densité de la population, en Europe, en Afrique, c'est 43 habitants par kilomètre carré, en Europe, c'est 181 habitants par kilomètre carré. Donc, vous voyez bien que là, en termes de diffusion et de circulation du virus, on va avoir peut-être une circulation moins rapide que dans le métro parisien, pour prendre un exemple un peu trivial. Ouais. Donc, il y a moins de circulation de personnes, et par ailleurs, la pyramide des âges aujourd'hui en Afrique, elle est assez claire. 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. 60% moins de 25 ans. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse. Ouais. Et cette maladie, on l'a dit à maintes reprises, cette maladie, elle est notamment une maladie de personnes âgées. C'est fou. Donc, et les personnes qui succombent à la maladie,
pour une grande part, pour 80%, sont des personnes âgées. Donc, aujourd'hui, on a disons, un terrain qui est plus favorable pour accueillir le virus en Afrique. Et par ailleurs, une autre explication qui a été avancée par une étude préliminaire du NHS, qui est le National Health Service du King's College, et qui montre que il y a une sorte de une corrélation négative entre les pays affectés par la malaria et ceux touchés par le Covid-19. Pourquoi ? Parce que il y a une sorte d'effet protecteur qui serait lié au traitement en prophylactique pour la malaria, comme la chloroquine. En Afrique, en gros, pour résumer, la chloroquine est quelque chose de classique que tout le monde prend contre la malaria et contre toutes les maladies liées que la chloroquine peut combattre. Donc, on a... parlons de chloroquine. Donc, il y a quelques États qui interdisent l'utilisation. De la chloroquine au niveau africain, vous voulez dire ? Ouais. Et, écoutez, moi ce que je vois, et d'ailleurs c'est le professeur Raoul qui le dit dans des interviews qu'il a données, et qui explique le cas par exemple du Sénégal, où c'est le premier pays où on a eu très rapidement plus de cas guéris que de cas contaminés, et qui dit que cette affaire est liée au fait que les gens absorbent de la chloroquine de manière très, très facile et quasi hebdomadaire dans ce pays-là. Et donc, c'est ce qui explique ce miracle sénégalais. Maintenant, il y a le miracle sénégalais, il y a le miracle tunisien. Le miracle tunisien, ça fait 48 heures qu'aucun nouveau cas, au moment où on se parle, en Tunisie n'a été déclaré. Donc, vous avez quand même aujourd'hui une situation où des experts, des scientifiques nous disent que ça arrive en Afrique, et d'autres disent que l'Afrique, de par ses prédispositions naturelles et de par sa situation de mise en attente de ce processus, a permis aux États de réagir de manière très, très, très efficace. Vous regardez par exemple la plupart des pays africains, ils ont pris des mesures de confinement très rapides, contrairement à nous en France par exemple. Nous en France, il a fallu attendre fin mars pour qu'on ait un état de confinement, etc. Alors qu'en Afrique, ça fait depuis déjà, alors que les premiers cas se sont révélés en avril, ça a été tout de suite pris, on a fermé les frontières, on a tout de suite cloisonné les choses, confiné, etc. Dans de nombreux pays. En Afrique, on le sait, le confinement tel qu'on le met en place en Europe et même en Afrique du Nord n'est pas possible en Afrique de l'Ouest, pour la simple et bonne raison que la vie sociale, la vie économique, qui est faite de beaucoup d'informels, etc., ne peut pas le permettre. Et les effets d'un confinement en Afrique seraient plus graves que le mal qu'il veut combattre, c'est-à-dire le coronavirus. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui se nourrit en sortant de ne pas sortir. Sinon, il ne peut plus se nourrir. Et dans ce cas, la personne préférera même mourir que de rester confinée. Donc, aujourd'hui, vous avez cette dialectique, entre guillemets, entre ceux qui expliquent par les phénomènes que j'ai énoncés il y a quelques minutes, le fait qu'il y ait ce retard en Afrique, et puis il y a aussi des phénomènes structurels, comme au Burkina Faso, au Mali, au Niger, partout, où on a pris des mesures drastiques, au Sénégal, au Maroc. Et le meilleur exemple, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, le Maroc, aujourd'hui, fait office d'exemple dans le monde. Et je ne dis pas uniquement en Afrique, je dis dans le monde. Vous avez un
réagi rapidement, efficacement, avec des mesures beaucoup plus strictes que celles qu'on peut voir en Europe. Je vais vous donner un exemple personnel. Avec ma femme et mes enfants, on était au Maroc encore voilà quelques jours. On est arrivé en Europe et franchement, alors qu'on est arrivé en période de confinement en France, en venant de Roissy jusqu'à Paris, Ouais. j'avais pas du tout l'impression que la France était en confinement. Il y avait des gens qui couraient partout, donc tout le monde court. Il y avait des personnes assises dans des parcs avec des bières à la main, etc., en train de faire la fête, comme si... ouais. Aucun masque. J'essayais de regarder et de voir si quand même il y avait des personnes qui mettaient des masques. Aucun. Ni les joggers, ni les... Bah, Donc, ça, c'est un autre débat en France, le problème des masques. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que les pays d'Afrique et les pays, notamment maghrébins, ont pris vraiment des mesures énergiques, drastiques, efficaces. Et je suis certain que dans les semaines à venir, même si là, la réalité me dément au Maroc sur les 24 dernières heures, mais je suis certain que dans les semaines à venir, on va avoir des baisses de courbes, notamment au Maghreb, qui me semblent assez évidentes. D'ailleurs, je vous dis, en Tunisie, les 48 dernières heures, il n'y a pas eu un nouveau cas de détecté. Donc, on a aujourd'hui ce moment où on se pose ces questions-là de est-ce que il y a réellement un miracle africain, une sorte d'immunité africaine par rapport à cette maladie, ou est-ce que finalement ça va venir massivement ou pas. Moi, des entretiens que j'ai eus avec mes correspondants et les autorités africaines, beaucoup me disent qu'ils ne craignent absolument pas le coronavirus et que par ailleurs, elles-mêmes, en termes de létalité, de taux de mortalité, ils connaissent des virus comme et des maladies comme Ebola, comme etc., comme le paludisme. Le paludisme, c'est 400 000 morts par an. Là, je vous disais que en Afrique, on est à 61 000 morts. Donc, bon, il faut relativiser les choses. Et comme je vous disais, la description de cette maladie apparaît comme une maladie européenne, une maladie du Nord. C'est pas une maladie du Sud, c'est pas une maladie africaine, mais les États africains sont parés à l'accueillir. Et donc, la situation actuelle pour l'Afrique, en tout cas, et ça c'est mon avis, je pense qu'elle se présente plutôt positivement. Parfait. Donc, une petite remarque à nos chers internautes qui nous suivent sur la page Facebook IGA et la page personnelle de M. Guerab. Donc, vous pouvez envoyer vos questions et on va réagir au fur et à mesure. Donc, M. Guerab, dans le plan économique, est-ce que le continent africain est prêt pour après-coronavirus? Et qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour qu'il soit prêt, à votre avis? Alors, on me dit, là je lis les commentaires, on me dit qu'il n'y a pas de son. C'était pour tout à l'heure, maintenant c'est bon je pense. Hein. Ah, d'accord, ok. Voilà, je viens de recevoir à peine les notifications. D'accord. Donc, votre question... Voilà, donc dans le volet économique, est-ce qu'on peut dire que le continent africain il est prêt pour après-coronavirus? Si c'est oui, qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Alors, je vais essayer de faire en miroir par rapport à l'Europe. On le voit, les pays européens ont pris des mesures très 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 fortes avec, on parle pour l'Europe de plans à 1000 milliards, etc. On parle, en France, on a mis 300 milliards, 300 milliards pour garantir les prix aux entreprises, 100 milliards pour aider à mettre en place le chômage partiel, etc. Parce que dans les pays européens, l'État est très fort. Et donc, il y a une vraie collecte de l'impôt avec un État fort qui peut lever de l'impôt et puis distribuer de manière forte. Dans les États africains, comme je le disais,
beaucoup de l'économie est informelle, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique du Nord. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas de recettes fiscales, vous ne pouvez pas avoir d'État qui peut mettre en place de grandes politiques économiques localement. Et donc, là, pour le coup, l'Afrique, je le crois vraiment fortement, elle doit s'appuyer sur l'Europe et sur les grands bailleurs internationaux pour la relance de son économie. Parce que comme vous l'imaginez, et comme on le voit en Afrique du Nord ou en Europe, l'économie est arrêtée. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une telle situation, où tout est arrêté. À cause d'un virus, certes, mais aujourd'hui, l'économie est arrêtée dans le sens où, à partir du moment où on a mis un point d'arrêt à la mondialisation, c'est-à-dire à la libéralisation des échanges, à la circulation des personnes, etc., le monde s'arrête. Et donc, vous allez avoir... moi, ce que je crains, monsieur le directeur, plus qu'une crise économique, moi, je crains une crise alimentaire. Ouais. Je crains une crise alimentaire avec une sécurisation de l'alimentation qui, à mon avis, va être en peine. À mon avis. Surtout avec la fermeture des frontières. Hein. Voilà, parce que au niveau économique, de toute façon, on va, les choses vont repartir quand les Européens vont relancer leurs économies. Quand les Américains vont relancer leurs économies, les Chinois sont déjà en train de reproduire, etc. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la sécurité alimentaire. Et là, de ce point de vue-là, on le voit déjà, il y a des mouvements d'émeute de la faim dans les pays. Même en France, on voit que la jeunesse dans certains départements, notamment issus de pays en voie de développement, etc., comme la Seine-Saint-Denis et tout ça, où on est en train de parler de crise de la famine. On parle de famine en Europe. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que en réalité, la crise économique ne va pas se transformer en crise financière parce que les États vont mettre et injecter ce qu'il faut au niveau de la Banque Centrale Européenne, au niveau de la Fed, et au niveau de toutes les grandes banques centrales. On va faire ce qu'il faut pour sauver les économies. Et là, on le voit de manière forte. Par contre, en Afrique, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense que la conséquence de cette crise que les Africains subissent à cause notamment de la fermeture des frontières décidée par les Européens, etc., je pense que le contre-coup direct, ça va être des famines graves, ça va être des grandes crises alimentaires, et ça, c'est ma vraie inquiétude, plus que sur la question économique. D'accord. Et sur le plan politique, donc quel système de gouvernance et quelle institution vous pensez à réinventer et sur quel fondement? Le regard qu'on porte, nous, moi je me considère comme français, ouais. Mais je suis binational franco-marocain. Je me considère aussi comme marocain. Et quand je regarde l'Afrique, il faut toujours que même nous, on essaye d'éviter le regard post-colonial. Vous savez, il y avait le regard colonial. Le regard colonial, c'était on va essayer d'aller développer les petits noirs et les petits arabes, etc. On va essayer de les civiliser, d'accord? Mais même nous, aujourd'hui, quand les maghrébins, entre guillemets, regardent souvent l'Afrique, il y a aussi un peu de post-colonialisme, c'est-à-dire de néocolonialisme. Il faut faire très attention à ça. Et donc, quand on porte un jugement sur les pays africains, il faut toujours le faire avec respect, avec humilité, et surtout essayer de comprendre les sociétés dans lesquelles le système politique a été mis en place. Et donc, moi, la manière, pour moi, la plus honnête de dire les choses, c'est que chaque peuple décide de son avenir. C'est pas à moi
de dire qu'il faut plus de ci ou plus de ça, plus de régime parlementaire, plus d'État autocratique ou moins, ou plus démocratique. Ou pas. Chaque peuple est libre, chaque peuple décide. On le voit par exemple en Tunisie. La Tunisie a pris son destin en main. Aujourd'hui, la Tunisie a connu 2 élections démocratiquement libres. Donc, on n'est pas venu à dire aux Tunisiens, voilà ce qu'il vous faudrait, voilà, il faut que vous vous souleviez. Chaque État, voilà. Le royaume est une monarchie forte, une monarchie exécutive. Elle convient aux Marocaines et aux Marocains qui sont pour la plupart heureux de leur système politique. En Algérie, vous l'avez vu récemment, il y avait un système républicain et démocratique, mais qui ne convenait pas aux Algériennes et aux Algériens. Les Algériennes et les Algériens, sans l'aide de personne, se sont élevés. Et aujourd'hui, on a connu des élections et on a aujourd'hui un gouvernement issu de ces élections. Donc, chaque peuple, que ce soit au nord, comme au nord de l'Afrique, comme au centre de l'Afrique, décide. Au Sénégal, il y a eu des élections démocratiques. En Côte d'Ivoire, on le voit, le président sortant qui aurait pu faire un 3e mandat a choisi de se retirer, etc., etc. En Guinée, vous le voyez, le président sortant souhaite réformer la Constitution et la soumettre à son peuple, mais il y a énormément de contestations et à chaque jour suffit sa peine, mais ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Moi, je l'ai rencontré, M. Alpha Condé, pendant 2 heures. On a discuté ensemble. Il m'a reçu dans son palais présidentiel. On a beaucoup discuté de toutes ces affaires-là. Et donc, chaque peuple est, maître de son destin et choisit la voie. Il n'y a pas de voie préférable à une autre pour un peuple. Sachant que, en tant que démocrate, en tant que démocrate, vous l'avez dit tout à l'heure, en tant qu'ancien socialiste, moi je suis pour la démocratie, c'est-à-dire je suis pour que le peuple s'exprime et puisse aller aux urnes. Voilà. Donc j'ai dit un peu la manière. Donc c'est pas à moi d'aller voir des peuples étrangers, de faire de l'ingérence et de leur dire vous devriez mettre plus de députés là, vous devriez mettre plus de pouvoir local ici ou là. Voilà, donc chaque peuple choisit sa voie, mais il est certain que la voie démocratique est forcément la plus préférable. D'accord, merci pour votre réponse. Donc, on essaie de réagir un petit peu avec nos internautes. Donc, tout à l'heure, nous traitons le volet économique. Vous avez parlé de la famine. Donc, il y a une étudiante de 4e année marketing, Sheima Lamini, qui dit « Jusqu'à quand vous estimez que le stock alimentaire peut couvrir nos besoins en Afrique ?» Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous estimez que le stock alimentaire peut couvrir nos besoins? Est-ce qu'il y a une visibilité dans ce sens? Ça dépend les pays. Vous avez des pays comme le Maroc, qui est un pays agricole, avec une très forte agriculture, avec des grands plans de production agricole, où je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et vous avez d'autres États qui sont des États africains, notamment en Afrique de l'Ouest, où il y a une petite agriculture vivrière qui n'a pas de grande production agricole et qui ne produit pas de manière massive et qui importe beaucoup, ces économies-là vont avoir beaucoup de mal, notamment à un moment où on ferme les frontières. Donc, à mon avis, il faut, c'est une très bonne question, Sheima, il faut s'attendre à ce qu'on ait, contrairement à ce qui était dit, pas des révoltes comme ça, politiques, et qu'il y ait des révoltes sociales qui se transforment en révoltes politiques. Donc effectivement, c'est un grand point, je l'ai dit au tout début, c'est un grand point de vigilance. Mais bon, je pense que les États du Nord, qui aujourd'hui se sont mobilisés massivement, avec quasiment une centaine de milliards promises ci et là, avec l'annulation des dettes à l'égard des pays africains, avec beaucoup
comment dire, de dispositifs, je pense que ça va permettre de donner un peu d'oxygène et ça va permettre aux États de mettre en place des politiques sociales fortes pour que chacune et chacun puisse manger. Ben, merci. Donc j'ai une autre question intéressante de Jad Azraoui qui dit: que pensez-vous, monsieur le député, de la perspective du sommet Afrique-France 2020? Il se déroulera à Bordeaux de 4 au 6 juin. Alors, je te donne l'information, chère étudiante, le sommet a été reporté. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de sommet Afrique 2020. C'était effectivement prévu en juin. C'était un moment que le président avait promis dans son discours de Ouagadougou en 2017. Et aujourd'hui, c'était pour réécrire une nouvelle page entre la France et l'Afrique et permettre, et d'ailleurs, dans ce cadre-là, vous avez l'annulation des dettes africaines, qui est un acte très fort qui est porté par la France. Vous avez la restitution des œuvres qui ont été spoliées lors de la colonisation, et donc restitution par la France des œuvres des pays colonisés. Vous avez l'ouverture des archives de Thomas Sankara, de l'assassinat de Thomas Sankara. Vous avez énormément de choses que la France est en train de faire pour voilà, la fin de France TF1, où effectivement c'était une sorte d'hérésie de voir que la France ne frappe plus sa monnaie, mais qu'elle le fait pour 16 États africains. Donc il y a un moment où ça n'avait pas de sens et qu'il fallait que tout ça comment dire, qu'on trouve une nouvelle relation. Et moi, je sais qu'en tant que jeune député, c'était mon combat avec d'autres députés. Je pense à ma collègue Sira Silla, je pense à beaucoup de mes collègues qui sont d'ailleurs d'origine africaine pour la plupart d'entre eux. Mais nous voulions cette nouvelle page, nous voulions cette nouvelle histoire entre la France et l'Afrique. Bien, donc on passe au volet sanitaire, monsieur Le Garab. Donc sur ce plan-là, sur le plan sanitaire, quel système de santé devrions-nous mettre en place, hein, après, bien sûr, après coronavirus, et avec quels moyens? Les systèmes de santé, bien évidemment, sont au cœur des préoccupations d'une société, parce que quand vous regardez en résumé dans une vie, il y a quoi? Il y a le travail, il y a la santé et le logement. Quand vous avez les trois, ouais. Santé, travail et logement, je rajoute éducation, parce que si vous n'avez pas l'éducation pour créer les élites de demain et créer celles et ceux, et produire celles et ceux qui vont porter économiquement le pays, et voilà. Quand vous avez ces 4 matières, mais le plus important dans tout ça, c'est la santé. Et on le voit aujourd'hui, les systèmes de santé... On intègre aussi la justice. Évidemment, ça c'est... Après, vous avez le système politique, la justice, etc. L'armée, etc. Vous avez la culture, vous avez énormément de domaines. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on réduit tout, vous avez quoi? Vous avez la santé, le logement, le travail. Ouais. D'accord. C'est la base, le travail pour manger, le logement pour dormir et la santé pour vivre. Si vous n'avez pas la santé, vous ne vivez pas. Donc, en gros, si vous avez... dire que c'est le facteur le plus important. Hein. Voilà, vous avez... Et la santé, c'est fondamental, parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler, donc vous ne pouvez pas dormir. Et donc, la santé, c'est le pilier, c'est la base de tout. Et donc, aujourd'hui, vous le voyez, en Europe, le pacte social ne tient, et donc les impôts ne sont légitimes que pour notamment financer une partie de ce qu'on appelle la protection sociale, c'est-à-dire la santé, donc la maladie, donc la vieillesse, etc. etc. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les impôts qui sont prélevés en Europe, avec des taux d'imposition très forts, avec des prélèvements obligatoires très forts, vous voyez que c'est notamment pour financer le système de santé. Et c'est fait pour ça. Donc, si vous avez aujourd'hui
un système de santé fort, c'est que vous avez un État fort. Quand vous avez des systèmes de santé défaillants, faibles, avec 3 lits de réanimation, etc., c'est que vous avez des systèmes politiques qui sont des États qui sont faibles. Et on le voit d'ailleurs, il y a une corrélation entre l'insécurité, les États, etc. Je fais ce parallèle pour dire que la santé, elle doit être au cœur des préoccupations de l'État. C'est ça qui fait le pacte social et qui fait qu'on est un État ensemble. C'est-à-dire que vous avez la justification de payer des impôts et donc d'adhérer à la nation. Donc, moi, je le dis, il y a beaucoup d'États africains qui n'ont pas investi dans leur état de santé. Ils se sont concentrés sur les infrastructures, ils se sont concentrés sur de nombreux domaines, sur l'économie, etc. Mais ils ont délaissé les infrastructures sanitaires. Donc, avec la dette, avec l'annulation des dettes, c'est un moyen de dire on va vous donner de l'oxygène budgétaire, maintenant investissez dans vos systèmes de santé. Je vais vous donner un exemple très concret. Le Ghana, le remboursement annuel de la dette du Ghana, ça représente 12 fois le budget du système de santé. Demain, il n'y a plus de dette. Donc vous avez la possibilité de multiplier par 12 le budget du système de santé. Je le dis de manière grossière, c'est pas vraiment comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça va donner de l'oxygène pour vraiment faire en sorte que les États investissent dans leur système sanitaire. Parce qu'on a ce virus aujourd'hui, on en aura un autre demain, on en aura d'autres dans les années à venir. Donc, il faut que les États investissent massivement dans leur système de santé, et c'est le sens de cette volonté d'annuler les dettes des États africains. Vous avez parlé aussi, Monsieur le Grab, dont Monsieur le Grab. Très bien. Très bien. Vous avez parlé aussi de plan éducatif qui doit avoir une grande importance auprès du gouvernement. Hein. À votre avis, quel système éducatif devrions-nous développer, hein? On voit maintenant que la digitalisation, on voit que l'enseignement à distance. Donc après coronavirus, est-ce qu'on doit développer un nouveau système? Vous l'avez dit au tout début, vous avez parlé du changement, vous avez parlé de l'adaptation, etc. Et je suis très content de voir que l'IGA s'est absolument totalement adapté à cette nouvelle donne, en numérisant tous ses cours, en étant dans le distanciel. Et effectivement, là, la preuve en est aujourd'hui. Vous l'avez dit au début, mais moi qui m'aurais dit un live sur Internet avec vous. Moi, je vous aurais dit, attendez, je viens dans 2 semaines, on se voit, et puis voilà. Donc, on apprend à vivre, on s'adapte, etc. Et effectivement, l'éducation de chaque pays est en train de prendre conscience qu'il faut qu'elle s'adapte à ces nouvelles donnes-là. Mais sur le thème de l'éducation, en tant que tel, pour moi, l'éducation, c'est l'arme de l'indépendance des États. C'est l'arme, en vérité, c'est grâce à l'éducation qu'on a décolonisé nos pays. Ouais. C'est grâce à l'éducation, parce qu'il y avait des élites éduquées qui, à un moment, se sont élevées contre le colon en disant « Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui décide pour moi ?» C'est l'arme du peuple contre les États autoritaires, contre les autocrates. L'éducation, elle est fondamentale, notamment si on veut regarder
l'Afrique de manière rétrospective. Vous voyez que après la colonisation, il y avait très peu d'élites éduquées dans les États africains. C'est ce qui a causé notamment le retard de l'Afrique actuelle. C'est que vous regardez des pays, des États comme beaucoup plus jeunes que certains États africains, comme Israël, où le développement est extraordinaire, où c'est la Startup Nation, etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait venir des élites ultra éduquées. Et donc, aujourd'hui, en 50 ans, des pays qui n'existaient pas voilà 75 ans, ont réussi à prendre une avance technologique, industrielle, etc., énorme. Parce qu'ils avaient des élites éduquées. Donc aujourd'hui, et quand je dis élite, c'est pas quelque chose de comment dire, c'est pas du mépris de classe ou quoi. Moi, je viens du peuple. Mon papa était bûcheron. Donc, je peux pas dire. Moi, quand je vais au Maroc, je vais à Etishaq. Et je monte sur un petit mulet pour aller dans les rues, etc. Donc, je suis Ould Shab. Je dis pas. C'est juste que si on veut avoir un État développé, il faut avoir des administrateurs de cet État qui sont capables de le développer. Quand vous avez, à la sortie de la colonisation, par exemple en Algérie, même pas une dizaine de bacheliers algériens, vous voyez bien que la colonisation, contrairement à ce qui a été dit, elle n'a jamais fait son œuvre civilisatrice. Elle s'est nourrie des États africains. Donc, vous avez, pendant les 50 dernières années, des États qui manquaient d'élites, qui manquaient de gens éduqués, et donc vous avez des États qui étaient corrompus, des États qui étaient complètement en panne. Vous n'aviez pas d'État, en vérité, et le premier qui pouvait avoir accès à des marchés publics, c'était pour lui et sa famille. Et donc, vous aviez tous les débordements qu'on a connus depuis 50 ans, avec derrière ça la France-Afrique, donc les États européens qui viennent et qui en profitent avec des valises de billets, qui donnent des marchés là, etc. Donc, vous aviez une sorte de néocolonialisation qui ne disait pas son nom. Et donc, cet état de non-développement éducatif est resté. Et cette infrastructure des intellectuels, des cadres, elle ne s'est pas développée. Aujourd'hui, les États africains prennent conscience que c'est fondamental. Je le vois au Sénégal, je le vois en Côte d'Ivoire, je le vois au Rwanda, je le vois partout en Afrique. Les États ont pris conscience qu'il faut produire leurs propres élites. Et pas des élites forcément qu'on va envoyer à Harvard, à Sciences Po Paris ou je ne sais pas où, mais des élites qui reviennent et qui restent dans le pays et qui développent leur pays. Et donc, moi je le dis de manière toujours un peu comment dire, sarcastique. Je dis, il y a beaucoup trop de monde qui aime l'Afrique, mais il n'y en a pas beaucoup qui aiment les Africains. Et si vous voulez vraiment montrer que vous aimez l'Afrique, il faut montrer que vous aimez les Africains. Et comment on montre qu'on aime les Africains? En investissant dans la ressource humaine. Et la ressource humaine, aujourd'hui, c'est ce qui manquait comme dans une entreprise où il manque des cadres moyens et des cadres supérieurs. Aujourd'hui, on n'avait pas les cadres moyens, on avait un peu de cadres supérieurs, mais ils étaient tous, entre guillemets, plus ou moins corrompus ou affiliés ou nommés par les États européens, etc. Maintenant, vous avez des cadres supérieurs qui sont produits dans le pays, qui sont endogènes. Vous avez des cadres moyens qui sont produits dans le pays, qui sont endogènes. Et donc, c'est ce qui va faire le développement de l'Afrique. L'Afrique ne se développera que grâce à elle-même, que grâce aux Africains. Il ne faut pas attendre le salut des Chinois, il ne faut pas attendre le salut des Russes, des Américains, des Européens. Et vraiment, j'engage les internautes à regarder les discours du président du Ghana. Ils sont vraiment éloquents. Voilà, il dit des choses très fortes.
et il le dit avec des mots puissants, c'est vraiment ça. Tant que l'Afrique fera tant que les États africains boucleront leur budget avec l'aide des Européens, avec l'aide des subventions européennes, il n'y aura pas de développement de l'Afrique. Et donc, l'éducation, comme je le disais, la santé, c'est un point fondamental. Il y a tellement d'autres sujets qu'on pourrait aborder, etc., pendant des heures. Et je pense que le deuxième pied sur lequel il faut investir massivement, c'est l'éducation pour produire les élites, produire les dirigeants de demain et surtout pour faire que ce soit les Africains qui développent l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Guerra, pour ces explications. On est presque à la fin de notre numéro Café Débat. Le temps vraiment passe vite avec vous, donc avec ces interventions pertinentes. Mais je dois respecter ma promesse. Je vous ai dit qu'on ne va pas dépasser 1 heure suite à votre temps qui est trop chargé. Avant-hier, vous avez passé une nuit blanche en préparant la nouvelle loi. Hier, vous étiez en réunion jusqu'à 1h30 du matin. Donc maintenant, c'est déjà minuit. Hein. Donc je ne vais pas vous prendre plus que ça. Et dans les traditions de notre café débat, on termine chaque numéro avec tac au tac. Hein, un petit jeu. Je vous donne 2 mots, 2 termes, et à vous de choisir un des 2. Ça marche? D'accord. Ça c'est un piège, je ne m'avais pas parlé de ça. Non, il n'y a pas de piège. Hein. Donc, Aurillac ou Ishaq? Oh, voilà. Ça c'est un vrai piège. Aurillac ou Ishaq. Il ne faut pas réfléchir trop, monsieur le député. J'entends pas la dernière phrase, vous avez dit? Vous ne devez pas réfléchir trop, hein. D'accord. J'ai pas entendu. Donc, vous réfléchissez pas trop, hein. D'accord, ok. Allez, j'essaie de faire vite. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? Aurillac ou Ishaq? J'ai dit Ishaq. Voilà, très bien. Présentiel ou télétravail? Présentiel. L'Afrique ou l'Europe? L'Afrique. Chirac ou Sarkozy? Ah, Chirac. Voilà, donc on est à la fin de ce petit jeu. Je vous remercie infiniment, encore une autre fois, Monsieur Guerab, d'avoir accepté notre invitation et pour cette intervention pertinente. Merci à vous tous pour votre suivi durant ce numéro Café Débat. Chers collègues, chers étudiants, anciens étudiants diplômés, l'ensemble des fans de la page IGA, les fans de la page de Monsieur Mjid El Guerab, et je vous informe que l'IGA organisera dans le cadre de ces conférences séminaires la semaine prochaine un séminaire très important. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, espérant de vous retrouver aussi nombreuses et nombreux que ce soir. Donc merci beaucoup Monsieur Guerab. Au revoir. Passez une excellente soirée. Merci. Raymond, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.